Yeah, salut et bienvenue dans cette formation d'expertise Microsoft Office dans laquelle tu vas te dépayser de l'outil informatique qui est l'ordinateur. Cette formation complète qui t'apprend en détail de comment allumer et éteindre ton ordinateur jusqu'à comment naviguer sur Internet est un condensé de techniques et de moyens pour te permettre de prendre en main l'ordinateur. C'est vrai, elle est conçue pour un niveau débutant, mais même les experts s'en trouveront servis grâce à ses multiples astuces. Sans trop de commentaires, je te laisse la découvrir toi-même. Salut! Dans cette partie, nous allons voir les parties d'un ordinateur. Alors, c'est une répétition. Dans cette partie, nous verrons les parties, ok? Ce n'est pas grave. Alors, c'est quoi un ordinateur? Ok? Certains disent aussi un PC. D'ailleurs, nous allons voir la signification d'un PC, ok? Alors, un ordinateur est à la base une machine permettant de réaliser ou d'exécuter des opérations et des calculs. Ce n'est ni plus ni moins qu'un calculateur. Un ordinateur peut être aujourd'hui fixe, c'est ce qu'on appelle les ordinateurs de bureau, ou mobile, qu'on appelle aussi les ordinateurs portables. Vous entendez aussi souvent dire « Donne-moi mon PC ». C'est quoi un PC? Un PC veut dire simplement Personal Computer, en anglais bien sûr. En français, ça veut dire ordinateur personnel. Ok, donc si quelqu'un vous dit donne-moi mon PC, ça veut dire donne-moi mon ordinateur personnel et c'est tout. Alors, qu'il soit fixe ou portable, tous sont composés de la même manière. D'un écran, d'un clavier, d'une souris ou pavé tactile selon le modèle et surtout d'une unité centrale qui est le cœur et le cerveau de l'ordinateur. Voyons en détail tous ces éléments. L'écran de l'ordinateur. L'écran de l'ordinateur, c'est la partie de ton ordinateur qui va afficher le contenu qui peut être du texte, une image, une vidéo. Tu communiques avec ton ordinateur via la souris et le clavier et l'ordinateur affiche ces données sur ton écran sous forme d'image, de texte, etc., etc. Ok? Le clavier. C'est quoi le clavier? Le clavier te permet d'écrire du texte et de communiquer avec ton ordinateur. Selon le pays, le positionnement des lettres n'est pas le même. Savez-vous pourquoi? Alors, je fais une petite digression pour vous expliquer cela. Cela vient des machines à écrire. À l'époque, les lettres ont été réparties de manière à ce que celles utilisées ne soient pas côte à côte, car cela posait des problèmes sur les tiges qui s'entrechoquaient et se bloquaient lorsqu'on tapait rapidement sur le clavier. Du coup, chaque pays ayant sa propre langue d'écriture, bien sûr, aura une disposition différente des tiges et donc des touches sur le clavier. C'est alors qu'aux États-Unis, c'est le clavier QWERTY en référence aux premières lettres donc du clavier qui va apparaître et AZERTY bien sûr en France. Aujourd'hui, bien sûr, le problème n'existe plus puisque les touches du clavier sont électroniques, mais lors du passage donc des machines à écrire à l'ordinateur, il était plus simple de garder le même agencement pour ne pas que les secrétaires perdent leur rapidité d'écriture. Alors, ce qui était vraiment important pour eux à cette époque. Alors, je dis à cette époque, mais même aujourd'hui, la rapidité d'écriture donc des secrétaires est vraiment une qualité. Alors, c'était cette petite histoire-là que j'avais à vous raconter par rapport au fait que les claviers ont des dispositions différentes selon les pays. Ok? Donc, continuons. Ton clavier possède une centaine de touches. Alors, mais pas la peine de te frayer pour la multiplicité donc de ces touches-là. Je te ferai voir l'essentiel et tout deviendra plus clair par la suite. Voyons maintenant la souris. La souris, le pavé tactile pour les ordinateurs portables. Les ordinateurs de bureau sont équipés de souris qui permettent de pointer sur tous les éléments visibles de l'écran. Ok? Les ordinateurs portables, par contre, ont un dispositif intégré appelé pavé tactile qui joue bien sûr le même rôle que la souris. Ok? Si tu es à l'aise avec la souris, il est possible de la connecter sur ton PC, sur ton ordinateur portable, via Bluetooth ou bien avec le câble USB. Nous verrons plus en détail la souris dans la suite. L'unité centrale. L'unité centrale est le
cœur et le cerveau de l'ordinateur. Je sais pas c'est quel mot qui peut donner l'importance à une chose à part dire que c'est le cœur et le cerveau. Donc c'est pour vous dire que sans unité centrale, rien ne marchera. C'est quoi l'unité centrale? Alors c'est ce petit boîtier là qui contient le matériel électronique qui permet à ton ordinateur de fonctionner. Ok? Pour ton ordinateur personnel, il faut savoir que il n'a pas d'unité centrale isolée. Tout y est intégré. Dans cette partie, nous allons voir la souris. Non, plutôt celle-là. Ok? Donc, tout comme le faufilement d'une vraie souris, la souris de l'ordinateur te permet d'atteindre n'importe quelle zone de ton écran. Sur cet écran, la souris est représentée par le curseur, qu'on appelle aussi pointeur. La déplacer entraîne le déplacement du pointeur sur l'écran dans le même sens. Gauche, droite, haut, bas. Sache qu'avec la souris, tu peux réaliser plusieurs actions. D'abord, le clic. Le clic s'effectue grâce au bouton gauche de la souris. C'est d'appuyer une fois sur ce bouton-là. Avec le clic, tu peux sélectionner un fichier, un dossier. Tu peux même renommer un fichier ou n'importe quel dossier. Et déplacer aussi un élément. Nous allons voir quelques applications simples de la souris. Déplacer un élément. Pour le faire, clic, maintiens le clic enfoncé, ne laisse pas surtout. Déplace la souris. Et relâche maintenant le clic. Enfin, vous voilà déplacer cet élément de sa position initiale. Vous pouvez également renommer un dossier. Pour le faire, rien de plus simple. Clique une fois sur le nom du dossier et à présent, tu peux saisir le nouveau nom que tu veux donner à ton dossier. Alors, le double-clic. Il s'effectue toujours avec le bouton gauche de ta souris. Il s'agit de cliquer 2 fois rapidement sur un élément. Il va te permettre d'ouvrir par exemple le fichier. Si c'est sur un fichier que tu cliques, le dossier. Ou bien de lancer n'importe quel logiciel. La troisième action qu'on peut effectuer avec la souris, c'est bien sûr le clic droit. Un clic droit, on va beaucoup l'utiliser, c'est le fait de cliquer sur un élément avec le bouton droit de la souris. Il affiche une liste de commandes appelée menu contextuel. Prenons l'exemple avec un dossier. Un clic droit ouvrira un menu et te proposera des actions liées à ce dossier. Tu pourras par exemple supprimer en cliquant supprimer, couper le dossier, le coller, le renommer, etc. Ne vous inquiétez pas, on verra tous ces éléments en détail dans la suite. Sache aussi qu'un clic droit sur un autre élément aura des actions différentes. Si vous voulez avoir des informations sur un fichier, un dossier ou n'importe quel élément donc de Windows sur votre écran, même sur du texte, faites simplement un clic droit et vous aurez des informations relatives à cet élément. Pour ceux qui n'ont pas de souris, le pavé tactile fonctionne exactement comme une souris. Le pavé tactile a 2 boutons qui jouent le même rôle que les 2 boutons de votre souris. Il ne suffit que d'appliquer ce que vous avez à appliquer sur le pavé tactile et c'est tout. Félicitations, vous vous êtes familiarisé avec la souris. Passe maintenant au suivant.
je parie que si vous me suivez déjà sur un PC, c'est que vous avez déjà allumé votre ordinateur. Pour m'assurer que vous l'avez allumé dans les règles de l'art, voyons comment démarrer un ordinateur. Pour cela, tu dois savoir qu'il faut allumer deux choses. Ton écran, ton unité centrale. Tu dois appuyer une fois sur ce bouton marche là. Tu te demandes peut-être lequel allumer premièrement, l'écran ou l'unité centrale. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre. L'écran est indépendant de l'unité centrale. Tu peux allumer dans n'importe quel ordre, mais vraiment, si tu veux voir quelque chose, il va falloir allumer les deux. Ok? Parce que même si l'écran n'est pas allumé et que l'unité centrale est allumée, l'ordinateur fonctionne, mais tu ne vois rien. De la même façon, si l'écran est allumé et que l'unité centrale n'est pas allumée, alors tu ne verras rien. Pour voir quelque chose, il faut allumer les deux en même temps. Une fois que tu allumes l'écran et l'unité centrale, il te suffit de patienter le temps que ton système d'exploitation se charge. Dans beaucoup de cas de figure, à la fin du chargement, tu arrives directement sur le bureau Windows. Tu peux alors, sans attendre, commencer à travailler. Par exemple, à naviguer sur Internet, à lancer l'application web pour modifier tes textes, etc., etc. Bien sûr, nous allons les voir en détail dans la suite, ok? Il peut arriver que après le chargement, tu tombes sur la fenêtre entre un mot de passe. Il faut alors saisir le mot de passe et valider avant de pouvoir utiliser l'ordinateur. Mais si tu n'as pas le mot de passe, il va falloir aller demander au propriétaire de l'ordinateur son mot de passe. S'il refuse, referme son ordinateur et pas lui donner. Alors si tu refuses, tu ne peux rien faire. Ok? Maintenant, nous allons voir comment arrêter un ordinateur. Tu as pu démarrer ton ordinateur, entrer le mot de passe s'il y en avait. La première des choses que tu feras après cela est le bureau, avec le fond d'écran et quelques icônes. Nous pourrions aller plus loin, mais pour le moment, nous allons simplement apprendre à éteindre proprement notre ordinateur. L'ordinateur ne s'éteint pas par là où il a été démarré. Il faut plutôt aller au menu démarrer, qu'on peut atteindre en appuyant sur la touche fenêtre du clavier. Cliquez une fois sur marche arrêt, puis sur arrêter. Sur un ordinateur de bureau, cette opération éteint l'unité centrale. À vous d'éteindre maintenant l'écran. Ok? Sur un ordinateur portable, cette opération éteint tout ensemble. Félicitations, vous avez terminé cette partie. Poursuivons. Le clavier. Différents modèles pour un seul but. Contrôler l'ordinateur. Un clavier est constitué de plusieurs parties. Voyons-les. Le pavé alphabétique. Il te permet d'utiliser les 26 lettres de l'alphabet. Pour inscrire une lettre, tape tout simplement la touche correspondante. Par exemple A, B, C et D. Ok? La touche de direction, quant à elle, elle te permet de contrôler le curseur selon la direction de la flèche. Gauche, droite, haut, bas. Ok? Maintenant, la touche entrée. Elle fait partie de ces touches les plus utilisées du clavier. Elle va te permettre de valider une action. Par exemple, celle-là. La touche Sup ou Delete. Elle te permet de supprimer des objets. Par exemple, des images, s'il s'agit d'un texte, permet de supprimer le caractère se trouvant à droite du point d'insertion. Ok, une touche similaire à cette touche est la touche Backspace. Elle te permet par contre, lorsqu'il s'agit d'un texte, de supprimer les caractères se trouvant à gauche du curseur.
Maintenant, nous allons voir le pavé numérique. Le pavé numérique va te permettre de saisir les chiffres de 0 à 9. Pour l'activer, appuyez sur la touche verrouiller ou numlock qui va faire l'objet du point suivant. La touche verrouille ou numlock, comme je viens de le préciser, permet d'activer ou de désactiver le pavé numérique. Si vous essayez de taper un chiffre et que vous n'arrivez pas, songez à vérifier si cette touche a été activée ou pas. Comment écrire en majuscule ou en minuscule? Pour le faire, on utilise deux touches principales. La touche Caps Lock ou verrouille maj si on est sur un clavier français et la touche Shift ou maj. Voyez la touche Caps Lock ou verrouille maj. Elle te permet de verrouiller le clavier en mode majuscule. Pour retourner en mode minuscule, appuie sur la même touche ou sur la touche Shift ou maj que l'on va voir. La touche Shift ou maj, elle également te permet d'écrire un texte en mode minuscule. En maintenant cette touche appuyée, tu mets le clavier en mode majuscule. Pour retourner en mode minuscule, relâche tout simplement la touche. Les touches CTRL et ALT, ce sont les touches qui sont utilisées pour les raccourcis. Par exemple, CTRL plus A qui copie tout le document en un clic. Ok. Donc maintenant, nous allons voir les touches à deux caractères. Ce sont ces touches-là où on voit deux caractères inscrits dessus. Maintenant, la question est comment avoir le caractère d'en haut et le caractère d'en bas. On obtient le caractère d'en haut quand le clavier est en mode majuscule et du bas quand il est en mode minuscule. Par exemple, si je veux saisir virgule ou point d'interrogation, j'appuie et je maintiens la touche Shift enfoncée et maintenant j'appuie sur la touche virgule point d'interrogation. Alors, il existe aussi ces touches-là où sont inscrits trois caractères. Ici, le problème également, c'est comment avoir l'un des caractères. On obtient le caractère du haut quand le clavier est en mode majuscule. Par exemple, le 0. Celui du bas à gauche en mode minuscule. Par exemple, le A avec accent. Donc, on met le clavier en mode minuscule, puis on clique sur la touche. Le dernier en bas à droite en maintenant d'abord la touche Alt GR appuyée, puis on appuie maintenant sur la touche correspondance. Ok, par exemple pour obtenir la touche arrobase. Les touches avec accent, accent circonflexe et tréma. Pour le tréma, appuie simultanément sur la touche Shift ou maj, puis sur la touche. Il ne se passe rien. Laisse les touches et appuie maintenant sur. Pour l'accent circonflexe, appuie sur la touche. Il ne se passe rien également. Appuie maintenant sur la voyelle U et hop, voilà le résultat. Le clavier virtuel. Si vous êtes un débutant, vous pouvez activer le clavier virtuel qui a la même fonction que votre clavier numérique. C'est tout pour cette partie. Félicitations, vous êtes familiarisé avec le clavier. Passons à la partie suivante. Lorsque ton ordinateur est allumé et que tu as saisi éventuellement le mot de passe s'il y en avait, tu arrives directement sur le bureau de Windows. Sache que le bureau de Windows, c'est la même chose qu'un vrai bureau. Tu y déposes des dossiers, des documents, etc. et bien d'autres choses, ok? Le bureau de Windows aussi joue le même rôle. Il te permet d'accéder rapidement à tes programmes préférés
mais aussi à l'ensemble donc de ton ordinateur grâce à l'explorateur ou encore le poste de travail. Le bureau est constitué de fond d'écran, d'icônes, de menus démarrer et de la barre des tâches que nous verrons à quoi ces éléments servent en détail dans la suite. En attendant, tout comme ton vrai bureau doit être organisé, nous allons voir comment organiser le bureau de notre ordinateur. D'abord, changeons son apparence. Te rappelles-tu du rôle du clic droit avec la souris qu'on a vu précédemment? Alors, bien évidemment, il donne les informations par rapport à l'élément choisi. Donc, pour changer l'apparence du bureau, dans une partie vierge, fais un clic droit sur le bureau. Puis, choisis Personnaliser. Tu choisis un fond parmi ceux proposés. Ou tu choisis une image de ton ordinateur en cliquant sur Parcourir. On apprendra bientôt comment naviguer dans un ordinateur et retrouver ce qu'on veut rapidement. Vous verrez alors le fond d'écran s'appliquer instantanément. Tu peux adapter aussi la taille de l'image à l'écran en venant faire ton choix ici. Si tu as plusieurs images que tu préfères, tu peux créer un diaporama en sélectionnant dans Arrière-plan. Tu sélectionnes maintenant le dossier qui te convient. En plus de choisir un fond d'écran, tu peux réorganiser les éléments qui sont sur ton bureau. Fais un clic droit sur le bureau, pointe ta souris sur Affichage et clique sur Grand icône. Maintenant, ça c'est pour ceux qui veulent bien voir les choses. Si tu veux repartir, fais également un clic droit sur Affichage, clique sur Icône moyen. La taille des icônes diminue un peu. Refais la même chose, mais cette fois-ci, clique sur Petite icône et tu as une autre taille donc des images de ton bureau. Maintenant, un clic droit, Affichage et décoche les deux cases. Alors, reproduis maintenant ceci. À présent, fais ceci. Clic droit, Affichage, afficher les éléments du bureau. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout a disparu. C'est pratique si tu veux cacher les éléments de ton bureau, pour les faire réapparaître sur le même chemin. Arrêtons-nous quelques instants sur les icônes. Tu as plusieurs icônes présentes sur le bureau. La corbeille, l'explorateur de fichiers, les raccourcis et bien d'autres. Pour ouvrir un programme ou un fichier ou un dossier présent en tout cas sur le bureau, effectue un double clic sur son icône. Nous verrons comment créer dans la suite un raccourci, un nouveau dossier et aussi comment fonctionne la corbeille. Félicitations, tu t'es familiarisé avec le bureau. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante. En bas du bureau,
tu trouveras la barre des tâches qui contient des icônes et un bouton Office ou Windows selon la version de Windows bien sûr. Alors la barre des tâches te permet d'afficher le menu démarrer, d'effectuer une recherche sur ton ordinateur, d'afficher tes programmes préférés et les programmes ouverts et enfin d'afficher des informations système telles que la date, l'heure, l'état de la connexion et bien sûr des notifications. De gauche à droite, nous allons voir le menu démarrer. Le menu démarrer est l'endroit d'où tu peux lancer n'importe quel logiciel, éteindre l'ordinateur et accéder au panneau de configuration. Nous y reviendrons plus en détail. La zone de recherche. Alors, cette zone te permet de faire n'importe quelle recherche dans ton ordinateur et sur Internet. Par exemple, tu peux rechercher fond d'écran. Il faut savoir qu'il n'y a pas de zone de recherche dans Windows 8. L'affichage des tâches. Ce bouton est pratique si tu as plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Un clic t'affichera l'intégralité des fenêtres ouvertes. À toi de choisir celle que tu veux utiliser en cliquant sur la miniature. Un autre moyen très pratique d'afficher toutes les fenêtres et de naviguer entre elles est d'utiliser le raccourci clavier Alt plus Tab. Tu as maintenant la touche Alt enfoncée, appuie plusieurs fois sur la touche Tab. Quand tu auras atteint la fenêtre recherchée, relâche tout simplement pour l'afficher. La zone des applications. Cette zone est pratique car elle te donne un accès direct aux applications en un clic. Alors que sur le bureau, l'ouverture de ces mêmes applications nécessiterait un double clic. Les icônes soulignées désignent les logiciels qui sont actuellement ouverts et en cours d'exécution. Pointe sur l'icône et tu auras un aperçu des fenêtres de l'application. Exemple. À vous de choisir la fenêtre que vous désirez. Au moment de l'arrêt de l'ordinateur, sache que Windows te demandera de fermer toutes ces applications actives là. C'est à toi de venir les fermer. Avec la multiplicité des applications présentes dans ton ordinateur, il est certain que tu ne les utilises pas toutes avec la même fréquence. Si tu consultes ton explorateur de fichiers fréquemment, il est important de l'épingler sur la barre des tâches. Pour le faire, va dans la zone de recherche, puis tape le mot explorateur. Fais un clic droit, puis épingler dans la barre de tâches. Maintenant, tu peux avoir accès facilement à l'explorateur de fichiers en un clic. Fais pareil pour toutes les applications que tu utilises fréquemment. Pour le détacher de la barre des tâches, fais un clic droit sur son icône, puis détacher de la barre. La zone de notification. La zone de notification affiche principalement l'heure, la batterie et d'autres icônes de petite taille. Afin de gagner de la place, toutes les icônes ne sont pas affichées. Clique sur la petite flèche pour les voir. Tu peux déplacer celles visibles dans la flèche et vice versa, ou les changer de position. En maintenant la touche gauche enfoncée, puis en déplaçant la souris. La dernière zone de la barre de tâches que nous verrons est le bouton d'affichage de bureau. Si tu es débordé par tes fenêtres mais que tu veux atteindre ton bureau pour une quelconque raison, peut-être pour lancer une autre application qui se trouve sur le bureau, pas besoin de perdre le temps à réduire les autres applications. Tu peux atteindre le bureau en un clic grâce à ce bouton. Pour revenir dans l'affichage précédent, fais un nouveau clic sur le même bouton. Félicitations, vous avez terminé. La barre de tâches n'a plus de secret pour vous. Continuez ainsi, vous familiariserez avec l'informatique. Si tu utilises un téléphone Android, tu connais certainement l'explorateur de fichiers. Ce petit icône généralement de couleur jaune qui te permet d'avoir accès à tes données stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. L'explorateur de fichiers de ton ordinateur joue un rôle pareil. Grâce à lui, tu peux avoir accès à tes photos, à tes vidéos, à tes sons et bien d'autres fichiers qui sont stockés
dans le disque dur interne ou sur d'autres supports de stockage comme les clés USB et les disques externes. Pour ouvrir l'explorateur, tu peux double-cliquer soit sur l'icône utilisateur ou encore sur l'icône sur PC ou poste de travail selon la version de Windows sur le bureau. Pour un accès rapide, utilise la combinaison touche Windows plus la lettre E. Deux grandes zones composent l'explorateur de fichiers. Le menu à gauche qui indique la ramification de tes dossiers et te permet d'atteindre rapidement un lecteur ou un dossier. La zone d'affichage à droite qui affiche le contenu d'un lecteur ou d'un dossier. Comment accéder à ton disque dur ou à ta clé USB? C'est simple. Dans le menu de gauche, clique sur ce PC. Double-clique ensuite sur le lecteur de ton choix pour afficher son contenu. Pour revenir en arrière, utilise les deux flèches ou la touche Backspace. Il se peut aussi que tu aies oublié l'emplacement d'un fichier, d'une vidéo ou d'un son. Pas de panique, l'explorateur de fichiers possède une zone de recherche. Il te suffit de renseigner le nom pour le trouver. Pour afficher le dossier parent ou le dossier qui le contient, pour pouvoir le retrouver prochainement, il suffit de renseigner le nom pour le trouver. Une fois trouvé votre fichier perdu, pour afficher le dossier parent ou le dossier qui le contient, pour pouvoir le retrouver prochainement, fais un clic droit sur l'élément, puis choisis ouvrir l'emplacement des fichiers. Une autre partie importante de l'explorateur de fichiers est la barre d'adresse. Comme son nom l'indique, elle donne le chemin d'accès au fichier. Pour finir, vous pouvez changer l'affichage des icônes en appuyant sur ces deux éléments. Félicitations, tu t'es familiarisé avec l'explorateur de fichiers. Continue ainsi et tu prendras Windows à main. Au suivant. Dans notre lieu de travail, plutôt que de laisser notre bureau dans un désordre, nous l'organisons. Nous classons nos paperasses dans des dossiers afin de faciliter leur recherche. De la même manière, nous devons être organisés avec notre ordinateur. Les fichiers doivent être classés dans des dossiers. Mais comment créer un dossier? Très simple. Sur le bureau, fais un clic droit sur une zone vide. Clique sur Nouveau, puis Dossier. Le nouveau dossier est créé. Il te suffit de changer son nom si tu veux. Il est possible de créer des dossiers presque partout en suivant la même procédure. Ou bien en choisissant directement un nouveau dossier dans l'onglet Accueil. Renommer un dossier. Si le nom du dossier ne vous plaît pas la peine d'aller devant le juge pour changer son acte de naissance. Tu peux le faire en effectuant un clic droit, puis Renommer. Saisis le nouveau nom et valide avec la touche Entrée ou bien un clic simple ailleurs. Tu peux aussi le faire en cliquant une fois sur le nom du dossier, en patientant bien sûr une seconde pour ne pas que l'ordinateur le prenne comme un double clic. Supprimer un dossier. Qu'il soit un dossier, un fichier, un raccourci et bien d'autres, les procédures de suppression sont pareilles. Sélectionne le dossier, puis effectue un clic droit et choisis Supprimer. Ou bien, sélectionne d'abord le dossier, puis appuie sur la touche Supprimer ou Delete. Il faut noter que la suppression d'un dossier n'est pas définitive. Elle place le fichier supprimé dans un endroit appelé corbeille que nous verrons dans la suite. Félicitations, vous êtes familiarisé avec les dossiers. La manipulation des fenêtres. Les boutons de fenêtre de Windows.
Une fenêtre est une zone rectangulaire qui apparaît à l'écran pour afficher le contenu d'un dossier ou d'une application. Elle s'ouvre lorsqu'on ouvre un dossier ou un logiciel. On peut exécuter plusieurs actions simultanément sous Windows, ce qui peut occasionner l'ouverture de plusieurs fenêtres. Il est donc utile de savoir naviguer entre elles, réduire, agrandir et fermer une fenêtre. Il existe 3 boutons fétiches qui sont présents sur toutes les fenêtres sous Windows. Ce petit tiret te permet de réduire la fenêtre. C'est comme si tu la caches pour laisser le bureau propre au vide, mais la fenêtre n'est pas fermée. Pour fermer complètement la fenêtre, il faut appuyer sur le petit croix rouge. Si tu veux utiliser ta fenêtre en plein écran, clique sur ce bouton. Un nouveau clic réduit sa taille sur l'écran. Nous allons voir comment redimensionner cette taille-là à notre goût. Comment redimensionner une fenêtre dans Windows? Si tu veux mettre la vidéo dans un coin de la fenêtre pendant que tu utilises Word par exemple, c'est possible. Place le pointeur sur l'un des bords ou l'un des coins de la fenêtre. Quand sa forme change pour devenir une double flèche, fais un clic droit tout en maintenant le bouton droit enfoncé. Déplace la souris. La fenêtre s'agrandit ou se rétrécit. Relâche le bouton quand sa taille te convient. Une fois redimensionnée, la fenêtre peut être mal positionnée. Pour la déplacer, c'est simple. Clique sur sa barre de titre tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou du pavé tactile. Déplace la souris pour la faire glisser à l'endroit voulu et relâche le bouton. Félicitations, tu as ce qu'il faut pour t'en sortir avec les fenêtres sous Windows. Mais comme le dit un adage africain, trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, je te donne un petit plus sur les fenêtres. Il arrive que tu sois encombré de fenêtres. Pour isoler une fenêtre de façon à réduire automatiquement les autres, clique sur la barre de titre de la fenêtre tout en maintenant le bouton enfoncé. Secoue-la. Toutes les autres sont masquées, laissant ta seule fenêtre active. C'est magique quand même. Pour ramener les fenêtres masquées, secoue-la à nouveau. Maintenant, si tu veux avoir un accès à ton bureau pour retrouver un dossier, au lieu de réduire les fenêtres une à une, tu peux avoir cet accès directement en un clic. Fais un clic sur la barre verticale qui se trouve à l'extrême droite de la barre des tâches. Ou bien, si tu es à l'aise avec les raccourcis, utilise Windows plus D. Pour finir, voyons comment afficher 2 fenêtres côte à côte. Clique sur la barre de titre d'une des 2 fenêtres et, tout en maintenant le bouton enfoncé, fais-le glisser vers le bord droit de l'écran. Sur la partie gauche de l'écran, clique sur la fenêtre qui t'intéresse. Tu peux même afficher 3 fenêtres côte à côte. De même que 4 fenêtres côte à côte.
Ces affichages sont pratiques si tu as l'intention de copier-coller ou de déplacer des fichiers entre divers dossiers. Nous le verrons dans la suite. Félicitations, maintenant, les fenêtres n'ont plus de secret pour toi. Poursuivons. Copier, coller, couper, coller. Les opérations copier et couper-coller te permettent de copier ou de déplacer un élément. On peut copier ou coller du texte, une image, une vidéo, etc. Comment copier une image sur le bureau? Fais un clic droit sur l'image, sélectionne, copier. Il ne se passe rien, n'est-ce pas? Repars sur le bureau, fais un clic droit à nouveau, puis sélectionne coller et boum, l'image apparaît. Tu viens de dupliquer l'image. Pour déplacer une image et la mettre sur le bureau, clique droit sur l'image, sélectionne couper. Il ne se passe rien. Repars sur le bureau, fais un clic droit, puis sélectionne coller et boum, l'image apparaît. Tu viens de déplacer l'image. Il existe une différence entre copier-coller et couper-coller. Nous allons le voir tout de suite. Voici une image qui se trouve dans l'emplacement A et qui doit être collée dans l'emplacement B. Copier l'image revient à la dupliquer et on la voit dans les deux emplacements. Bien sûr, on la voit dans l'emplacement A et dans l'emplacement B. Couper l'image revient plutôt à la déplacer de l'endroit A vers l'emplacement B. Elle n'existe plus dans l'emplacement A. Comment copier une vidéo dans une clé USB? Vous pouvez envoyer à un ami une vidéo dans sa clé USB. Comment le faire? Connaître la clé USB, ouvre le dossier qui contient la vidéo. Sélectionne la vidéo, fais un clic droit dessus, puis clique sur Envoyer. La vidéo est maintenant sur la clé de ton ami. Il existe une autre technique. Elle consiste à faire un clic gauche maintenu, puis à déplacer la souris dans la clé USB. Si tu veux aller rapidement, le raccourci clavier est la solution. CTRL plus C pour copier la vidéo. CTRL plus V pour la coller. CTRL plus X pour couper la vidéo. CTRL plus V pour la coller. La corbeille. Au bureau, nous avons le plus souvent une petite poubelle dans laquelle nous jetons les dossiers indésirables, les bouts de papier, les crayons cassés, etc. Dans l'ordinateur, il y a aussi un truc pareil dans lequel tu peux jeter également les dossiers numériques indésirables. Ce truc-là s'appelle la corbeille. Tout fichier que tu supprimes n'est pas définitivement supprimé. Il est placé dans la corbeille automatiquement. Son rôle principal est de t'aider à récupérer les fichiers que tu supprimes par mégarde. Pour récupérer un fichier supprimé, ouvre la corbeille qui se trouve sur le bureau, repère le fichier et effectue un clic droit dessus. Sélectionne Restaurer le fichier. Le fichier repart dans son ancien emplacement.
Tout comme une vraie poubelle à laquelle on doit penser à vider régulièrement, la corbeille doit être également vidée de temps en temps pour libérer de l'espace dans le disque dur de l'ordinateur. Il faut noter que la suppression des fichiers d'une clé USB n'entraîne pas leur envoi direct dans la corbeille. Ceux-ci sont définitivement effacés et irrécupérables. Il faut donc faire attention lorsqu'on veut supprimer des fichiers dans une clé. Maintenant, tu vas apprendre à créer ton propre fichier Word. Comme nous venons de le voir, il y a plusieurs logiciels installés sur ton ordinateur et qui jouent chacune un rôle spécifique. Pour créer du texte, nous allons faire appel à un logiciel de traitement de texte qui est Microsoft Word. Pour l'ouvrir, au cas où il n'est pas disponible sur le bureau ou dans la barre des tâches, tape le mot Word dans la zone de recherche, puis ouvrir. Clique sur Nouveau document. Vous arrivez sur cette fenêtre. Saisissez mon premier document Word. Pour ne pas perdre ce document, il faut l'enregistrer. Pour cela, fais un clic sur Fichier, puis sur Enregistrer. Choisis l'emplacement dans lequel tu veux le garder. Nous allons l'enregistrer dans Document. OK. Donne un nom à ton document. Valide avec OK. Quitte maintenant Word. Nous allons à présent rouvrir le fichier que nous venons de créer. Te rappelles-tu de là où tu viens de l'enregistrer? Bien sûr, c'est dans Document. Pour le retrouver, parcours ton explorateur de fichiers. Dans la partie gauche, choisis Document. Et le voici. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. Double-clique dessus. Alors nous voilà maintenant dans une autre partie donc de notre formation qui va concerner sur comment installer une application donc sur Windows. Alors c'est très simple. Pour installer une application sur Windows, il faut ce qu'on appelle un programme d'installation. Comme son nom l'indique, c'est lui qui va vous permettre d'installer l'application donc dans votre système d'exploitation Windows. OK? Alors tu peux me poser la question, comment obtenir le programme d'installation? C'est simple, je te retourne la question. Comment installes-tu des applications, que ce soit WhatsApp, Facebook, dans ton téléphone portable, dans ton propre téléphone portable? Ok, comment tu le fais? Alors, je sais que tu utilises deux moyens. La première des façons, c'est de télécharger sur Internet, plus précisément sur Google Play, l'application et l'installation se fait automatiquement. Ok. Maintenant, la deuxième façon que tu utilises le plus souvent pour installer ces applications dans ton téléphone portable, c'est que tu te fais envoyer le programme d'installation dans ton portable par un ami via Bluetooth ou Zender, je ne sais quoi. Ok. Donc, c'est le même principe dans un ordinateur. Soit tu télécharges le programme d'installation en ligne ou tu te le fais envoyer par un ami. Ok. Alors, je t'ai envoyé d'ailleurs celui donc de Google Chrome. Mais pour les commodités donc de cette formation, je vais utiliser une autre application pour vous montrer comment on installe une application donc sur Windows. Maintenant, une fois que vous avez le programme d'installation en main, l'installation se fait en un tour de main. Alors, ce que vous voyez actuellement, c'est le programme d'installation d'une application que je sais que le nom ne vous intéressera pas, ok? Ceci aussi est le setup ou le programme d'installation donc de Chrome, mais nous n'allons pas utiliser ici. Nous allons plutôt chercher à installer cette application là. Alors, pour le faire, c'est très simple. Il suffit donc de double-cliquer sur le programme d'installation et voilà. Donc, je tombe sur cette page là où Windows me demande est-ce que je suis sûr donc de ce que je suis en train de faire. Ah, bien sûr. Donc, j'appuie sur oui. Là, je patiente pendant que le programme d'installation s'ouvre. Ok, le progrès.
Alors, le programme d'installation est en train de s'ouvrir. Ok, on me souhaite maintenant la bienvenue dans le programme d'installation. Je clique sur Next qui veut dire suivant pour continuer. Là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Le License Agreement. Alors, pour t'expliquer ce que c'est, sache qu'une application installée dans ton ordinateur a accès à un certain nombre donc de tes données personnelles. Ça peut être ton nom, ton âge, tes photos de famille et parfois même tes conversations. Ok, c'est dans le License Agreement qu'ils te diront comment ils utiliseront donc tes données personnelles. Est-ce qu'ils vont les garder en secret ou bien est-ce qu'ils vont les vendre? Ok, donc de toute façon, tu n'as pas le choix si tu veux utiliser l'application parce que tu n'as que deux options ici. Alors, soit tu acceptes pour continuer l'installation, soit tu laisses et que tu as deux options possibles, tu refais un retour ou bien tu annules l'installation. Mais comme nous voulons l'utiliser, nous n'avons pas le choix que d'accepter et hop, l'application nous permet maintenant de continuer l'installation. Donc on clique sur Next pour continuer. Ici ce n'est pas très important, c'est juste dans quelle mémoire sera stockée l'application. Donc nous allons juste cliquer sur Next suivant et voilà, l'application est en train d'installer maintenant sur notre ordinateur. C'est cette partie qui est l'installation proprement dite donc de l'application. Alors on patiente pendant que et voilà, installation complète. Je clique sur Next. Alors cette fenêtre qui s'affiche après l'installation est souvent intéressante. Ok, donc voyez, on me demande d'ouvrir l'application juste après l'installation. Ok, donc j'accepte, je coche. Alors la deuxième case me dit quoi? Send anonymous users data back to Blueberry. Alors je lis mal en anglais. On me demande ici d'accepter d'envoyer mes données personnelles de façon anonyme à Blueberry. Alors là, je décoche. Si je ne suis pas d'accord, bien sûr, je décoche, ok, et je complète maintenant tout en cliquant sur Finish. Alors l'application est en train donc de tourner en arrière-plan pour s'ouvrir automatiquement. J'attends, je patiente que et voilà, l'application est active. Ok, donc là on me demande d'acheter la licence de l'application pour pouvoir l'utiliser puisque je l'avais déjà utilisé et c'est la phase maintenant payante. Donc je vais l'acheter après, mais pour le moment je suis occupé à faire une démonstration ici. Donc j'appuie sur Close. Ok, alors c'est ce que je vous disais, buy now. Ok, donc bravo, tu viens d'apprendre comment installer une application donc sur ton ordinateur. Avec n'importe quelle autre application, le principe est le même. Il suffit donc de cliquer sur Next et d'accepter le License Agreement et d'appliquer sur Next jusqu'à ce que l'installation soit complète. Ok, donc maintenant une fois votre application installée, il y a des raccourcis qui peuvent se créer automatiquement sur le bureau et voilà. Alors, ce sont ces deux applications qui se sont créées automatiquement donc sur mon bureau. Mais il arrive que, alors, ces raccourcis-là ne se créent pas automatiquement. Mais comment retrouver notre application? C'est simple. Tu peux retrouver ces applications-là en cliquant sur le menu démarrer et toutes les applications y sont. Ok. Maintenant, alors, il y a récemment ajouté et tu vas voir que mes applications que je viens d'installer se pointent ici et c'est très simple. Ok, il me suffit maintenant pour les ouvrir de cliquer dessus. Ok, donc mais nous n'allons pas l'ouvrir. Alors maintenant, désinstaller une application. Il peut arriver qu'on veuille désinstaller une application, par exemple celle que on vient d'installer, alors tout simplement parce que on l'aime pas, ou bien on veut faire de l'espace donc dans notre disque dur. Pour le faire, il existe plusieurs façons, plusieurs techniques pour désinstaller l'application. Je sais que beaucoup vont me dire, alors il suffit donc de supprimer ce qui est là, de cette façon, supprimer. Et hop, on a désinstallé notre application. Basta, c'est pas ça. Alors, ce que vous venez de faire, vous avez supprimé les raccourcis. C'est comme supprimer les feuilles d'un arbre et laisser maintenant le tronc et les racines.
Alors, il n'y a rien. L'application est toujours dans mon ordinateur, ok? Et je n'ai rien libéré comme espace aussi. Alors, pour vraiment désinstaller l'application là avec ses racines donc dans mon ordinateur, c'est très simple. Il existe plusieurs façons, mais je vais vous montrer la plus simple. Alors, il suffit donc de repartir donc dans le menu démarrer et de localiser l'application donc dans cette partie de la fenêtre, ok? Et l'application est ici, récemment ajoutée ici, elle se pointe ici, ok? Donc il suffit donc de faire un clic droit dessus et vous allez voir une option désinstaller. Vous cliquez bien évidemment là-dessus. Vous patientez. Il y a cette fenêtre là qui s'ouvre et c'est la fenêtre parlant de programme et fonctionnalités. Il vous suffit donc de localiser l'application donc parmi ces autres applications là. Moi, mon application s'appelle Flashback Express, ok? Donc je l'ai localisé. Alors il me suffit de faire un double clic ou bien un clic droit pour voir l'option désinstaller. Et bien sûr, c'est ce que je vais faire. Je clique dessus. Alors Windows me demande est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train de vouloir faire. Alors bien sûr, je vais le désinstaller. Ok, donc il me suffit donc de suivre ça en install qui veut dire désinstaller. J'appuie dessus et je suis le progrès. Please wait. Ok, donc uninstall was completed successfully. Ok, donc on me dit que la désinstallation a été accomplie avec un succès. Ok, pour finir, je clique sur next qui veut dire suivant. Alors cette petite fenêtre là me demande de rallumer mon ordinateur. Je vais pas le faire ici, donc je mets reboot later, c'est-à-dire je rallume l'ordinateur plus tard. Ok, je clique sur finish et hop, félicitations, tu viens de désinstaller ton application complètement dans ton ordinateur et tu as libéré enfin de l'espace. Après tout ce qu'on a déjà appris jusqu'ici, dans cette partie, nous allons apprendre à paramétrer notre ordinateur. Paramétrer son ordinateur, c'est l'adapter en fonction donc de ses besoins. Un ordinateur sort avec un certain nombre de critères, de réglages préétablis. À nous maintenant de modifier ces réglages pour que l'ordinateur puisse fonctionner en fonction donc de nos attentes. Un grand nombre de réglages est accessible dans l'application paramètres que nous allons voir, ok, qui va nous permettre donc de gérer l'affichage, de régler la date, l'heure, la langue et bien d'autres, ok, donc concernant donc l'ordinateur. Alors, comment accéder aux paramètres? Nous allons voir la première des techniques qui va matcher donc dans tous les logiciels que vous allez trouver. Alors, si vous ne connaissez rien dans l'ordinateur et que vous avez une idée, il vous suffit donc de venir taper ce que vous avez ici et faire la recherche. Je veux avoir accès par exemple aux paramètres. Je tape paramètres. Ok. Et voilà, il me suffit donc de cliquer sur ouvrir pour l'ouvrir. Ça, c'est la première des techniques. Il existe une autre deuxième technique qui consiste donc à partir sur le menu démarrer et vous localisez donc la route ancrée ici et vous allez voir paramètres. Vous cliquez sur paramètres et hop, vous avez le même résultat. Ok. Maintenant, si vous avez de l'affinité avec les raccourcis, c'est très simple. Vous appuyez sur les touches Windows I et hop, vous avez le même résultat. Alors, nous voici maintenant dans la fenêtre paramètres. Les paramètres sont regroupés en grandes rubriques. Alors, les paramètres liés au système, au périphérique, au téléphone, les paramètres liés au réseau et internet, à l'ergonomie, ainsi de suite. Donc, nous allons voir juste quelques rubriques ici. Donc maintenant, clique sur une rubrique pour avoir les sous-rubriques et les paramètres donc ici ils sont associés. Les sous-rubriques sont de ce côté et les paramètres qui sont associés donc aux sous-rubriques notification et action. Ok, donc nous allons voir quelques rubriques ensemble. Les paramètres liés au système, par exemple si vous voulez modifier les paramètres liés à l'affichage, au son, aux notifications, à l'alimentation, c'est dans cette partie, dans cette rubrique que vous devez venir cliquer.
Et vous allez maintenant voir les paramètres liés à l'affichage, au son, notification, comme je viens de vous le dire, ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les paramètres liés à l'affichage. Ici, par exemple, vous pouvez diminuer la luminosité de votre écran, augmenter la luminosité, ok? Activer l'éclairage nocturne, désactiver. Alors, les autres sont un peu de niveau avancé, mais c'est pas grave, ok? Donc, on va continuer. Il y a une partie aussi intéressante ici à propos. À propos, vous cliquez dessus, vous allez voir à propos de votre ordinateur, ok? Donc ici, l'ordinateur vous donne des informations concernant le système d'exploitation. Le nom de l'appareil, c'est Candice, c'est mon nom. Alors le processeur, c'est un Core i7, un CPU 2,10 GHz, ok? Donc tous ces trucs là sont un peu techniques. Alors la mémoire RAM 4 Go, ainsi de suite, ainsi de suite. Le processeur c'est 64 bits, ok? Donc voilà, toutes sont des informations liées à votre système d'exploitation, à votre ordinateur, ok? Donc c'est très important ici. Voyons une autre rubrique, les paramètres liés au périphérique. Alors ces paramètres vont concerner donc tout appareil Bluetooth, ok, les imprimantes, les scanners, les souris, les paramètres liés à votre souris, à votre pavé tactile, ainsi de suite, ok. Alors ce qui va nous intéresser, c'est la souris, les paramètres liés à la souris. Vous cliquez dessus et vous avez les paramètres associés qui sont de ce côté. La vitesse du curseur, si vous avez votre curseur, alors si la vitesse n'est pas à 20, veuillez l'augmenter. Le mien est déjà à fond, ok, donc veuillez l'augmenter, puisque si le niveau est un peu bas, vous allez voir que le curseur se déplace difficilement et je souffre, ok. Donc maintenant, augmentez la vitesse jusqu'à 20. Alors, et vous voyez que là, le curseur se déplace de façon fluide et je suis vraiment à l'aise avec ma souris, ok. Donc, augmentez la vitesse donc de votre curseur pour faciliter la vie. Revenons en arrière et regardons une autre rubrique. Les paramètres donc liés au réseau et Internet. Et c'est ici que vous allez avoir tout concernant donc votre réseau et Internet. Par exemple, pour activer votre Wi-Fi, cliquez sur les paramètres. Mon Wi-Fi est déjà activé et je vais le désactiver ici. Pour l'activer, vous l'activez de ce côté. De toute façon, nous allons voir comment se connecter via un réseau Wi-Fi après. Ok, suivant, les paramètres liés à la personnalisation, l'arrière-plan, l'écran de verrouillage, les couleurs. On clique dessus et on regarde maintenant les sous-rubriques qui y sont associées, ok. Donc par exemple, ce qui va nous intéresser ici, c'est quoi? On va voir qu'on peut modifier notre fond d'écran ici. Par exemple, actuellement mon fond d'écran est de ça, ok. Donc je clique ici, on avait déjà vu cette partie, je clique sur ce bonhomme là, sur ce joli homme là, et voilà, j'ai changé automatiquement mon fond d'écran et c'est ça, ok. Donc je reviens et je choisis l'ancienne photo. Alors, les paramètres liés aux applications. Dans cette partie, vous allez voir les paramètres pour désinstaller une application, ok, application et fonctionnalités, les applications par défaut, les applications pour les sites web, pour les lectures de vidéos et pour le démarrage, ok. Donc nous allons juste voir les applications et fonctionnalités. Cliquez dessus et vous allez voir toutes les applications donc qui sont installées donc sur votre ordinateur ici, ok. Donc pour désinstaller une application, c'est ici que vous venez et vous cliquez sur l'application que vous voulez. Par exemple, ça c'est une application système et voilà pourquoi on ne peut pas le déplacer ni le désinstaller, mais plutôt une autre application qui est par exemple lui là, on peut le désinstaller. Vous voyez, donc si vous voulez désinstaller une application, vous venez ici. On avait vu précédemment comment on désinstalle une application. Alors on avait repéré genre une application de ce genre et on a mis désinstaller. Et si vous regardez, c'est sur la même page, ok. Donc c'est sur la même page que il nous envoie, ok. Donc je vais afficher les pages. Je vais diviser mon écran en deux, ok. Voilà, donc si vous vérifiez, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes. C'est sur la même page que on m'a renvoyé. Vous voyez, c'est sur la même page et maintenant je sélectionne si c'est cette application que je veux désinstaller. Je fais un clic droit et je désinstalle.
et c'est pareil, ok, c'est pareil quoi en fait. Ok, donc revenons sur les applications. Donc on fait un zoom sur une autre rubrique. Donc les paramètres liés à l'heure et à l'angle, cliquez dessus. Ici vous pouvez changer l'heure. Alors si vous voulez modifier l'heure, il vous faut désactiver. Alors pour moi il était activé, il vous faut désactiver donc le réglage automatique pour pouvoir modifier. Voilà, actuellement la partie modifiée est grisée, donc pour pouvoir modifier manuellement votre heure, vous désactivez ces parties là, et là maintenant vous pouvez cliquer dessus et on me présente maintenant changer l'heure. Je peux mettre aujourd'hui c'est quand, je sais plus. Novembre, on est en novembre 2024, voilà, 2024, on est en 2024. Ok, donc je change l'heure. Je sais que mon ordinateur n'est pas à l'heure. Ok, alors je change l'heure. Je scroll, je défile pour, par exemple, je sais pas, il fait quelle heure actuellement, 21h, 22h, je sais pas. Ok, et vous mettez l'heure, et actuellement, si vous finissez toutes ces modifications, vous appuyez sur modifier et bam, vous voyez que tout a changé. Et vous voyez ici aussi, tout a changé. Je suis en 2024, dans le futur bien sûr. Ok. Maintenant, faisons un zoom sur la rubrique compte, c'est-à-dire les paramètres liés au compte. Je clique dessus, option de connexion. Je prépare l'option de connexion. C'est ici que je peux changer mon mot de passe, ou bien je peux donner un mot de passe à mon ordinateur si je n'en ai pas actuellement. Pour coder mon ordinateur, c'est très simple. Choisissez les différentes options disponibles ici. Alors, vous pouvez faire reconnaissance des visages, vous pouvez faire reconnaissance des empreintes, code PIN, clé de sécurité, ou bien coder par un mot de passe, ou bien coder par mot de passe image. Ok, ce que nous allons faire, nous allons juste choisir coder par un mot de passe. Actuellement, je vous rappelle que je n'ai pas codé mon ordinateur, donc j'ajoute un mot de passe. Alors, on me dit de saisir le nouveau mot de passe. C'est confidentiel. On me dit de confirmer le nouveau mot de passe. Ok, étant donné que c'est confidentiel, je mets une indication du mot de passe. Voilà, je sais ce que ça veut dire. Ok, donc si je finis ça, je clique sur suivant. Alors, on me dit la prochaine fois que vous vous connectez, utilisez votre mot de passe. D'accord, et j'appuie sur terminer, modification du mot de passe, et hop, j'ai fini comme ça. Alors je vais me déconnecter pour m'assurer que le mot de passe a été bien sûr appliqué. Donc je me déconnecte, ou bien je verrouille, je peux verrouiller, ou bien je me déconnecte, mais je vais verrouiller plutôt. Alors j'essaie maintenant de repartir dans le bureau, et hop, vous voyez que on me présente maintenant un mot de passe, et je mets le mot de passe et je clique sur OK, et bam, tu voyez. Donc maintenant, si je veux enlever le mot de passe, je repars, je mets le mot de passe actuel. Ok, j'appuie sur OK. Alors on me dit de saisir le nouveau mot de passe. Comme je ne veux pas mettre de mot de passe, je laisse toutes ces cases vides et j'appuie sur suivant, terminer, et pam, j'ai supprimé le mot de passe. Ok, donc c'est aussi simple que cela. Alors la dernière des rubriques que nous allons voir, c'est la rubrique des mises à jour. Ces paramètres vont vous permettre donc de mettre à jour votre ordinateur. Ok, donc de télécharger les pilotes les plus récentes, et aussi donc de télécharger la version donc la plus récente aussi donc du Windows. Vous faites les recherches, la recherche des mises à jour donc en cliquant donc sur ce bouton là. Ok, donc avant de terminer vraiment avec la fenêtre barre de tâches, j'aimerais vous présenter une partie très importante, la barre de recherche. Alors, la barre de recherche, elle est présente dans toutes les fenêtres comme je vous l'avais dit précédemment. Je vous donne un exemple. J'ai des problèmes avec ma souris. Par exemple, la souris est lente. Quand je bouge la souris, le curseur est lent et que j'ai des problèmes. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que j'ai oublié la rubrique
où se trouvent donc les paramètres de la souris. J'ai oublié parce que je travaillais longtemps sur l'ordinateur, donc du coup je refuse de réfléchir. Je ne veux plus me casser ma tête. C'est simple, viens dans paramètres, tape souris et attends. Voilà, vous avez vu, paramètres de la souris, je clique dessus et hop, voilà, bien sûr c'est dans périphérique, on me dit que c'est ici. J'augmente, je diminue et j'augmente donc la vitesse donc de mon curseur et c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on utilise donc la zone de recherche. De la même façon, vous pouvez venir juste taper ici aussi. Alors vous tapez sur cette barre, vous tapez souris et vous avez le même résultat. Vous ouvrez et hop, le même truc. Vous voyez, donc vraiment c'est pratique là, c'est très pratique. Félicitations, vous venez donc de vous familiariser avec les paramètres donc de Windows. Poursuivons. Aussi appelé net, web ou encore toile. Internet désigne le plus grand réseau de communication par ordinateur au monde. Avec Internet, on peut effectuer des recherches, consulter des sites, envoyer des photos, utiliser par exemple WhatsApp, Facebook, sans oublier qu'on peut envoyer des mails, alors que nous allons voir dans la suite, ok? Donc pour naviguer sur Internet, il faut ce qu'on appelle un navigateur comme Chrome, Firefox, également une connexion Internet. Maintenant, comment se connecter à un Wi-Fi? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pour se connecter à un Wi-Fi, il existe plusieurs manières comme d'habitude pour avoir accès à une commande donc sous Windows. Pour avoir accès à un Wi-Fi, tape dans la barre de recherche Wi-Fi. Et tu vois paramètres Wi-Fi, tu fais ouvrir, ok? Donc les paramètres sont ouverts. Ici mon Wi-Fi est déjà activé. Alors s'il était désactivé, je l'active et j'affiche maintenant les réseaux disponibles pour m'afficher maintenant les Wi-Fi qui sont disponibles. Donc je clique dessus et hop, voilà. Donc présentement je n'ai qu'un seul Wi-Fi disponible, donc qui est la connexion que j'ai partagée avec. Je clique dessus et on me demande de se connecter automatiquement. Ok, donc c'est-à-dire si j'arrive à me connecter la prochaine fois que l'ordinateur détecte ce Wi-Fi là, il sera connecté automatiquement. La clé de sécurité, le mot de passe. Ok, donc je pense que j'ai le mot de passe en tête que je vais mettre. Ok, je tape et je clique sur suivant. Je valide avec ok. J'attends si le mot de passe est correct. Et félicitations! Alors, je suis connecté à Internet. Donc maintenant, je peux commencer à naviguer sur Internet. Mais je vais vous donner la deuxième des techniques. Elle consiste à partir sur la barre des tâches et à localiser l'icône en forme de globe. Alors maintenant, si vous ne le voyez pas, cliquez sur la flèche. Il se peut qu'il se trouve à ce niveau puisque on peut le déplacer. Vous voyez? Donc je l'ai déplacé dans la flèche et voilà, il se trouve plus là. Donc je le remets à sa place. Puis vous cliquez dessus. Vous activez maintenant le Wi-Fi en cliquant dessus. Le Wi-Fi est désactivé actuellement, donc vous cliquez sur Wi-Fi et hop, le Wi-Fi a été, voilà, et vous avez vu, la connexion a été effectuée automatiquement puisque avant on avait coché la case se connecter automatiquement et hop, on est connecté à Internet, accès Internet, ok? Donc vraiment c'est simple. Alors maintenant nous pouvons naviguer sur Internet. Pour le faire, ouvre Google Chrome. Alors j'ai le raccourci de Google Chrome donc qui est sur mon bureau, donc je peux cliquer dessus ou bien je fais comme d'habitude, je tape Google, c'est 2O et voilà, on me fait sortir donc Google Chrome. Donc maintenant si j'utilise Google Chrome fréquemment, je vais l'épingler dans la barre des tâches et hop, voilà, Google Chrome est ici. Donc la prochaine fois il me suffit de faire un clic pour accéder à Google Chrome. Donc accédons à Google Chrome, on patiente et hop, voilà maintenant Google Chrome ouvert.
Alors, je te présente rapidement l'interface de Google Chrome. Chrome est un navigateur créé par Google. Il a un design vraiment soft et a un affichage efficace donc des pages web. Voilà pourquoi il est beaucoup utilisé. Alors ici vous avez la barre d'adresse donc de Google Chrome, ok, vous permet donc de faire une recherche donc sur Google ou bien d'avoir accès à un site via son URL. Alors il faut savoir que taper Facebook ou bien facebook.com donnera des résultats différents parce que Facebook effectuera une recherche simple, ok, globale sur Google, alors que facebook.com va vous donner accès direct au site donc de Facebook, ok. Donc on fait un démo, je tape Facebook, pardon, ok, et vous voilà Facebook, ok. Donc je tape par exemple ici, alors je vais vous montrer cette truc là après. Je tape par exemple facebook.com, alors le curseur a caché, facebook.com et je valide. Vous voyez la différence entre Facebook, la recherche sur Facebook et la recherche sur facebook.com. Ici, je suis sur le site direct donc de Facebook, ok. Mais ici, j'ai effectué une recherche simple donc de Facebook. Donc, tout ce qui est en rapport avec Facebook viendra ici, ok. Donc, Wikipédia, Google Play, télécharger l'application. Mais ici, on me donne un accès direct donc au site donc de Facebook. Donc, je saisis facebook.com et je viens maintenant, je peux me connecter à mon compte, ainsi de suite, ok. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Alors, et maintenant, je vais te montrer une deuxième partie donc de l'interface de Chrome qui est la barre d'onglet. Alors, toute cette barre-là, toute cette partie-là représente la barre d'onglet, ok. Donc la barre d'onglet va te permettre d'ouvrir plusieurs pages web sur une même fenêtre. Alors on l'a déjà fait ici. Alors ça c'est une page web et c'est une deuxième page, ok. Donc sur la même fenêtre donc qui est ici. Alors ça c'est la fenêtre, ok. Donc vous avez plusieurs pages sur une même fenêtre. Voilà pourquoi c'est vraiment pratique d'utiliser Google Chrome, ok. Donc sache qu'on peut ouvrir plusieurs onglets, ok. J'ouvre celle-là, je l'ouvre encore, je l'ouvre encore, ok. Donc vous voyez vraiment en un très grand nombre d'onglets dans une même page, ok. Donc vraiment c'est pratique. Maintenant, comment fermer un onglet? C'est simple, vous appuyez sur le croix, pour les fermer. Donc c'est ce que je fais, je suis en train de le fermer. Alors, ok, donc il me reste juste ça, ok. Alors, une autre partie aussi importante, ce sont les trois touches là. Cette touche va te permettre de revenir en arrière, ok. Celle-là te permet d'avancer, ok. Alors, maintenant, celle-là te permet d'actualiser la page. Si la page a été mal chargée, ce bouton-là te permettra donc de recharger la page correctement, ok. Alors, nous allons voir une autre partie intéressante donc de Google Chrome, le menu de Chrome qui se trouve ici. Alors, dans le menu, il y a une partie intéressante, une nouvelle fenêtre de navigation privée. Alors, je clique dessus. On m'envoie sur une fenêtre vraiment sombre. Alors, c'est le navigateur privé. Comme son nom l'indique, c'est vraiment du privé. Alors, cette fenêtre laisse moins de traces après donc son utilisation, que ce soit les informations saisies dans les formulaires, on vous le dit même ici, ok. Donc votre historique de navigation ne sera pas enregistré, les cookies et les données des sites ne seront pas enregistrées, les informations saisies donc dans les formulaires également, mais il faut faire attention parce que votre fournisseur d'accès peut voir ce que vous avez fait ici, aussi votre employeur, votre établissement scolaire, ok. Maintenant, il faut savoir aussi que une fois que vous faites un téléchargement aussi, naturellement ça sera visible après, ok. Alors je vous conseille d'utiliser le navigateur privé lorsque vous utilisez l'appareil d'une autre personne, c'est-à-dire l'ordinateur d'un ami, un collègue au bureau ou tout simplement un ordinateur public. Donc dans ce cas, l'historique ne sera pas enregistré. Tout ce que vous allez faire là, vous suffit maintenant après de fermer la fenêtre et
c'est comme si vous n'aviez même pas touché l'ordinateur. Ok, donc c'est vraiment pratique. On poursuit. Notre partie aussi importante, les téléchargements. Alors, tous les téléchargements vont s'afficher ici. Le setup, donc le Chrome, le guest list, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, aussi, il y a les paramètres. Alors, les paramètres donc qui sont liés à l'utilisation donc de Chrome. Donc, vous allez revenir et puis bon, modifier les paramètres que vous voulez modifier à votre guise, bien sûr. Alors, revenons sur la page d'accueil. Alors, sur la page donc d'accueil donc de Google Chrome, alors vous allez voir deux barres d'adresse. Celle-là joue le même rôle que celle-là. Ok. Alors aussi, vous allez voir ces sites-là. Ce sont des raccourcis. Par exemple, YouTube, connexion à un mail, Web Store, ainsi de suite. Ce sont des raccourcis. Imaginons que vous utilisez fréquemment Facebook. Au lieu de venir à chaque fois taper facebook.com, je l'ajoute dans mes raccourcis. Je tape le nom, Facebook. Maintenant l'URL, je mets facebook.com ou bien si je suis déjà sur le site, il me suffit donc de venir copier ça ici. Je fais CTRL-C et je viens coller CTRL-V et j'appuie sur OK. Voilà, raccourci ajouté. Donc la prochaine fois que je veux accéder à Facebook, je n'ai pas à venir saisir son adresse ici. Il me suffit donc de cliquer dessus. Et hop, j'ai ma page Facebook. Ok? Donc c'est vraiment pratique. Félicitations, vous venez donc de vous familiariser avec l'interface donc de Chrome. À présent, nous allons passer à une étape un peu intéressante. Comment créer sa boîte mail. Ok? Alors continuons. Alors dans cette partie, nous allons apprendre à créer une boîte mail. D'abord, c'est quoi un email ou bien un courrier électronique? Un email ou courrier électronique, c'est tout simplement un courrier envoyé par Internet via une messagerie électronique comme Gmail, Outlook, Yahoo, Zao, etc. Ok? Donc dans cette formation, nous allons utiliser la messagerie électronique Gmail, qui est d'ailleurs la plus utilisée. Alors sache que chaque jour, plusieurs milliards d'emails sont envoyés dans le monde et je veux que tu fasses partie donc de ces milliards là. Donc pour cela, nous allons apprendre à créer et à envoyer un email. Avant de pouvoir envoyer un email ou un courrier électronique, il faut créer une boîte mail. Donc qui est l'endroit où tu envoies et tu reçois les messages électroniques. Ok? Dans la barre d'adresse donc du navigateur, tape mail.google.com. Valide. On tombe sur cette page là. Ok? Donc clique sur créer un compte. Je rappelle qu'on va créer un compte Gmail. Nous voilà donc dans une page qui demande donc des renseignements pour pouvoir créer donc notre boîte mail. Ok? Rappelle-toi qu'à la fin donc de la création de ta boîte mail, il faut récupérer dans un coin deux choses: l'adresse mail ou ton nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Ce seront donc tes clés pour pouvoir accéder à ta boîte mail prochainement. Tu mets un prénom. Okay. Donc je vais mettre un nom fictif. Allez. Non, je mets Nomade. Nom d'utilisateur. Vous voyez que Gmail me propose déjà un nom d'utilisateur. Nomade Ali 647@gmail.com. Si ça me convient, je continue. Dans le cas contraire, je peux utiliser d'autres noms d'utilisateurs qui sont disponibles ou bien je clique un autre nom disponible pour essayer de voir si c'est disponible ou pas. Donc je vais laisser le nom d'utilisateur. Donc je rappelle que je dois me rappeler donc de ce nom d'utilisateur là pour pouvoir me connecter après. Ok? Je saisis le mot de passe. Alors je confirme le mot de passe. Ok? Et se connecter à un compte existant, non, je clique sur suivant. Voilà, bienvenue sur Google. Voici déjà mon adresse mail qui est là: nomadeali647@gmail.com. Je choisis mon pays. Alors par exemple, si je suis au Guatemala, je clique sur Guatemala et automatiquement l'indicatif du numéro de téléphone apparaît. Donc maintenant je saisis un numéro. On a dit facultatif. Numéro de téléphone facultatif. Donc je peux mettre un numéro de téléphone ou bien je peux laisser. Pour le besoin, étant donné que c'est pour une démonstration, je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone.
L'adresse mail de récupération aussi c'est facultatif. Je ne veux pas le mettre. Sinon, je mets une autre adresse mail si j'en ai. Jour de naissance, je mets quoi? Je mets 1970, du n'importe quoi, vraiment. Alors, je mets genre, je suis un homme. Je clique sur suivant. Alors, tout ce blablabla là, c'est pour vous donner donc les règles de conditions. Alors, les règles et les conditions donc d'utilisation donc de leur application Gmail, ok? Donc, je n'ai pas le choix. J'accepte. Je patiente que la prochaine page se charge. Et hop, voilà. Je viens de créer. J'ai pas encore fini, attendez. Voilà, vraiment. Je viens de créer ma première boîte mail. Bravo, ok? Donc, si vous remarquez, alors on vient de m'envoyer un nouveau message. J'ai reçu un nouveau message ici. Pour l'ouvrir, je clique dessus. Ou bien je regarde juste ici. Allez, finissez de configurer votre nouveau. Voilà. Bonjour Ali, bienvenue sur Google. Votre nouveau compte vous donne accès aux produits, applications et services Google. Alors, ça c'est déjà un nouveau message, un courrier que Google m'envoie. Donc à moi, ok. Donc vous voyez mon profil Ali qui est là. Vraiment c'est un nom fictif. Hein? Alors ce qui est là maintenant, je vous présente un tout petit peu l'interface même du Gmail. Vous avez la barre de recherche comme dans presque toutes les fenêtres pour rechercher des messages, ok. Donc ici pour supprimer un message, ainsi de suite, ok. Alors ici c'est pour créer un nouveau message, pour envoyer à un ami, une lettre de correspondance, ainsi de suite. Vous cliquez sur un nouveau message, on va y revenir dans quelques secondes. Donc ici c'est la boîte de réception, les messages suivis. Les messages suivis ce sont les messages dont j'aime, voilà. Donc par exemple si j'aime suivre l'équipe de Google Chrome, je mets start et c'est un message suivi actuellement. Donc je repars, je clique sur message suivi, je vais la voir. Elle est pratique, cette partie est pratique parce que dans quelques mois, vous aurez vraiment une boîte mail pleine de courriels, ok? Parce qu'il y a trop de publicité donc sur Google. Vous aurez plein la vue ici. Donc c'est très important souvent de start, c'est-à-dire donc de mettre des étoiles sur les messages que vous voulez suivre avec attention, ok? Donc attendre si vous vous envoyez, alors attendre. Ce n'est pas important. Message envoyé. Tous les messages que vous avez envoyés. Ici, ce sont les messages que vous avez envoyés qui sont en attente. Hein. Voilà. Ici, ce sont les messages que vous avez déjà envoyés. Et les brouillons. C'est les messages que vous avez édités mais pas publiés. Donc, vous avez 1 giga de mémoire donc de stockage en ligne. Ok. Alors, tous ces trucs-là sont des blablabla. Alors, maintenant, si vous voulez vous déconnecter donc de votre mail, c'est simple. Vous venez ici. Vous allez voir Ali Nomade, ok. Et voici votre adresse mail. Ça c'est à retenir par cœur. Si je vous demande ton mail, c'est ce machin là que tu dois m'envoyer, ok. Je me déconnecte. Je me suis déconnecté. La déconnexion est importante. Pourquoi? Parce que si vous ne vous déconnectez pas, toute personne qui a accès à votre ordinateur peut consulter vos mails, ok. Aussi, si vous faites l'erreur donc de consulter votre mail donc sur un ordinateur public, une fois que vous ne déconnectez pas, la prochaine personne donc qui va utiliser cet ordinateur là peut avoir accès à vos données personnelles donc qui sont stockées dans votre boîte mail, ok. Alors c'est très important donc de déconnecter votre mail une fois que vous avez fini. Maintenant la prochaine fois que vous voulez vous connecter, c'est simple, vous cliquez dessus. Je vous avais dit de vous rappeler donc du mot de passe. Alors je saisis le mot de passe. Ah, j'ai oublié le mot de passe. Je sais pas si c'est ça. Non. Ok. Voilà. Moi-même je suis. Voilà. Je pense que c'est ça le mot de passe. Je clique sur OK. Suivant. Wow, bravo. Donc on dit vous êtes connecté. Et c'est ça. Alors tous ces trucs là je dis pas maintenant et on m'envoie à nouveau donc dans ma boîte mail, c'est un chargement et bref je suis dedans. Donc c'est de cette façon donc on se reconnecte donc à sa boîte mail, ok.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'apprendre à envoyer notre premier courriel. Alors, comment ça va se passer? Comme je vous l'avais dit, nouveau message, il faut juste le repérer, cliquer dessus et vous avez cette petite fenêtre là qui s'ouvre automatiquement. C'est à partir d'ici que vous allez rédiger donc votre courriel électronique et l'envoyer en appuyant donc sur ce bouton bleu là, ok? Donc A va vous indiquer l'adresse donc de votre correspondant. Par exemple, si vous voulez envoyer à yahoo.com, ok, c'est .com. Alors ici, je précise donc l'objet donc de mon courriel, peut-être demande de renseignement. J'écris demande de renseignement ici. Ok. Alors, l'objet donc, c'est demande de renseignement. Maintenant, le code donc de la lettre. J'ai blablabla. Ok. Donc, c'est de n'importe quoi. Vous écrivez de n'importe quoi, ce que vous voulez ici. Et maintenant, vous appuyez sur envoyer et votre lettre sera envoyée à expertise Microsoft Office yahoo.com et il y aura donc cette lettre là dans sa boîte mail. Ok, donc maintenant il peut arriver que vous voulez joindre donc à votre lettre une photo, un document genre un PDF ou bien une vidéo. Donc ça se fait avec donc les pièces jointes. Donc vous cliquez donc sur joindre des fichiers. Alors vous voyez la petite fenêtre qui s'ouvre pour vous donner l'accès donc à vos fichiers. Donc j'imagine que je veux juste envoyer cette photo là, joindre cette photo là. Alors vous voyez que c'est un chargement et hop, le chargement est terminé. Donc je clique maintenant sur envoyer et paf, l'envoi. On me dit message envoyé, annuler, afficher le message. Donc j'ai déjà envoyé le message et mon premier message. Alors pour retrouver donc ce message envoyé là, vous venez dans message envoyé et sans surprise vous le retrouvez ici avec la pièce jointe bien sûr. Ok, maintenant imaginons que quelqu'un vous envoie ce message là avec une pièce jointe. Comment télécharger la pièce jointe? C'est simple, sur la pièce jointe et elle s'ouvre automatiquement. Ok, donc vraiment pour la télécharger, voilà cette petite insigne là, vous cliquez dessus et le téléchargement est automatiquement lancé et fait. Ok, Félicitations, te voilà à la fin de cette formation. Comme je te l'avais dit, elle est un condensé de techniques et moyens pour te permettre de prendre en main ton ordinateur. Et j'espère que actuellement ça en est ainsi. Alors maintenant, ce que je peux te recommander, c'est de revisionner plusieurs fois la même formation jusqu'à ce que tu t'imprègnes de ces techniques et de ces astuces-là. Alors, si tu as trouvé cette formation intéressante, tu seras plus heureux de découvrir nos autres formations sur la maîtrise des logiciels bureautiques MS Word et MS Excel. Ceci dit, félicitations.